Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous reparler des Sixers, notamment, évidemment, depuis l'arrivée de Tobias Harris. J'avais très rapidement pu vous en glisser quelques mots sur les réseaux sociaux, et c'était pour moi une arrivée qui était pertinente, qui avait du sens, mais je vous propose, maintenant qu'on a un petit peu de recul, de revenir un petit peu sur ces Sixers version 2019, avec comme postulat « Adieu process ». C'est une page qui s'est clairement tournée. Bonjour success, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir maintenant, enfin le succès escompté après toutes ces années à essayer de rebâtir une équipe compétitive. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'évaluer ensemble dans cette vidéo, et aussi faire le point sur les défis qui attendent cette équipe de Philadelphie dans les mois à venir. Évidemment, je vous apprends rien, il y a eu un virage à 180 degrés qui s'est opéré du côté de Philadelphie sur les 12 derniers mois, puisque les 3/4 des jeunes joueurs qui avaient été draftés ou recrutés par ces Sixers, eh bien, en l'espace de 12 mois, ont été envoyés ailleurs en NBA, ont été échangés ou ont été laissés agents libres, et ils ont signé ailleurs. Et comme l'avait dit Elton Brown, le general manager de cette équipe des Sixers, je me souviens très bien l'avoir entendu en interview dire « We can't wait », on ne peut plus attendre. Et effectivement, après 5 années à tanker, eh bien, on ne peut plus attendre et on veut des résultats immédiats. Et donc le pari a été fait, eh bien, de sacrifier un petit peu de jeunesse, un petit peu de talent, un petit peu de futur, un petit peu de profondeur, au profit de joueurs confirmés, de joueurs calibre All-Star, voire calibre All-NBA, pour, eh bien, on sacrifie un peu de profondeur, mais on gagne en talent, pour avoir une équipe compétitive et jouer le titre. L'ambition, elle n'est pas plus simple que ça. Dans un premier temps, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les Sixers, ils sortaient d'une très belle saison 2017-2018, où ils ont peut-être été un petit peu plus forts que ce qu'on attendait d'eux. Eux qui venaient tout juste de se remettre des blessures et qui intégraient tout juste tous leurs jeunes joueurs à potentiel, les Embiid, les Simmons. On a eu tendance, et je vous l'avais rappelé dans la vidéo de Jimmy Butler, on avait eu tendance à oublier que les Sixers, ils avaient fait une superbe fin de saison 2017-2018, avec sur les 30 derniers matchs, 25 victoires pour 5 défaites, l'une des meilleures attaques, l'une des meilleures défenses de la NBA sur ces 30 derniers matchs. Donc, on voyait quelque part déjà les prémices du process, ou en tout cas les premiers éléments de succès du process à l'œuvre sur la saison passée. Et ça pouvait quelque part du coup être surprenant de voir les Sixers, qui avaient très bien fini sur la fin de saison, se décider aussitôt à tout casser pour essayer de repartir sur autre chose. Une équipe qui était emmené évidemment par les éléments du process, hein, Simmons, Embiid, Saric, Covington, et on avait ajouté aux côtés de ces jeunes joueurs, eh bien, des vétérans confirmés, Redick, Bellinelli, Ilyasova, et ça marchait très bien. Ça avait très bien marché, notamment grâce à une défense des Sixers, mais qui avait été déjà bonne sur l'intégralité de la saison, mais sur le dernier tiers, grâce à une attaque. On s'était découvert une attaque prolifique du côté de Philadelphie, basée sur une belle réussite extérieure. On était à 38% sur les tirs à 3 points, ce qui permet d'étirer l'attaque, d'amener des points au pourcentage à la périphérie, et une incroyable adresse aussi en dessous, avec évidemment Embiid et Simmons en artisan. Mais tout ça rendu possible, c'est toujours cet effet de réversion par le danger au-delà de la ligne à 3 points qui étirait l'attaque. Donc on avait très bien fini dans le concept process la fin de saison 2018, et arrive le deal Butler. Dont je vous avais dit dans le cadre d'une vidéo dédiée que certes Butler est un super joueur, certes le deal est intéressant, mais en aucun cas Butler il ne répond à toutes les problématiques de cette équipe des Sixers. Ça pose des problèmes de spacing avec Butler, Simmons, Fultz. Je vous rappelle que Fultz jouait à l'époque, était encore titulaire. On a complètement oublié Fultz du côté des Sixers, mais il était titulaire dans le début de saison. Ça posait des problématiques de spacing, ça posait des problématiques de la capacité de Jimmy Butler à s'intégrer dans le dispositif Sixers, qui était complètement antagoniste au dispositif Bulls. C'est en gros un vrai collectif avec une circulation de balles du côté des Sixers, et on était plutôt dans le Hero Ball côté Bulls. Bref, je dirais pas que j'étais pas fan, mais ça ne solutionnait pour moi pas toutes les problématiques des Sixers, ce deal Butler. Je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez avoir tout ça détaillé. Et au final, eh bien, on a des Sixers
qui étaient à 63% de victoire en 2018 sans Butler et qui sont à 63% de victoire en 2019, dans l'intervalle où Butler était là et où Harris n'était pas encore arrivé. Donc quelque part, même si Butler s'est super bien intégré, c'est un super joueur, et il a fait quelque chose de très très bien du côté des Sixers, on peut considérer que voilà, on est un petit peu dans la continuité de ce que je vous disais dans la vidéo. L'arrivée de Butler ne transforme pas les Sixers, ne répond pas à toutes les problématiques de cette équipe de Philadelphie. Il y a eu des problèmes de blessures, les joueurs n'ont pas tous pu jouer ensemble, etc. Mais ça a toujours été vrai. Donc voilà, et on a du coup, dans l'intervalle de la présence de Butler, des Sixers qui font à 26 victoires, 15 défaites, ce qui est très très bien. Mais qui est complètement dans la continuité de la saison passée. C'est un petit peu là où je veux en venir. Une saison passée où on avait des Sixers 14e attaque, 3e défense, un différentiel attaque-défense à plus 4,5, et on a des Sixers cette année, 8e attaque, 15e défense, un différentiel à plus 4,1, donc on est allé gagner en qualité d'attaque ce qu'on a sacrifié en qualité de défense, et au final on se retrouvait plus ou moins au même endroit. Donc continuité, statu quo avec l'arrivée de Jimmy Butler. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, si on va regarder les play types, la répartition de ce qu'en attaque fait Jimmy Butler du côté des Sixers, c'est intéressant parce que je vous disais, attention, Butler, il vient d'une équipe des Timberwolves, c'est ce que vous avez ici à gauche, où il fait majoritairement du pick and roll et de l'isolation, et regardez, ça représentait 44% de ce que de l'intégralité de ce que Jimmy Butler faisait en attaque, 44%, donc pratiquement la moitié étaient des séquences avec Butler balle en main qui se crée son propre tir. Globalement, c'est ça que ça voulait dire, et ça n'est pas du tout dans l'ADN du jeu des Sixers. Et la transition, elle est d'ailleurs très 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 intéressante parce que on a pratiquement perdu 10 points d'usage sur l'utilisation du pick and roll, l'isolation a dégringolé à la 4e place et on a à la place été trouvé Butler dans quelque chose de beaucoup plus homogène dans la répartition. C'est-à-dire que c'est le jeu d'attaque des Sixers, il y a du spot-up, de l'ISO, des hand-off, des cuts, des post-up, des off-screen, ce qui avait beaucoup moins en fréquence du côté des Timberwolves où c'était plus stéréotypé. Et quand on regarde finalement les évaluations d'efficacité dans ces séquences d'attaque, eh bien on remarque que Butler est resté un attaquant tout à fait efficace, tout à fait intéressant. Donc ça en dit long sur la capacité de Jimmy Butler à s'adapter, à faire évoluer son jeu, ce que LeBron par exemple n'a pas du tout réussi en passant des Cavaliers aux Lakers, parallèle toujours intéressant. Donc ça en dit long sur le niveau de Butler et sur la qualité de ce jeu. Donc ça c'est indéniable et il s'est bien adapté quelque part dans le dispositif Sixers, et les Sixers ont bien profité aussi de ses capacités à exister un petit peu sur le pick and roll et sur l'isolation en se créant ce propre tir, quelque chose que les Sixers ne savaient pas très bien faire avant. Donc belle preuve d'adaptabilité, et quand on regarde les stats avancées, même si effectivement la productivité de Butler a un petit peu baissé, son pourcentage au tir réel a tout petit peu baissé, globalement ça reste un joueur très 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 impactant, son taux d'usage a évidemment aussi baissé, et c'est un petit peu plus diffus dans un collectif plus riche du côté des Sixers, mais globalement voilà, on a toujours un Butler qui reste un joueur impactant et qui reste dans un impact calibre All-Star. Ça, c'est très bien. Et puis du coup, les Sixers, comprenant que l'arrivée de Butler n'allait sans doute pas leur permettre d'aller très très loin en playoff et peut-être pas d'être un prétendant au titre, ils ont monté le deal Harris. Ils ont monté le deal Harris qui a été acquis, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais pour moi, pour pas trop cher, certes ils ont dû sacrifier Fultz, mais qui semblait dans une impasse du côté des Sixers et qui, plus le temps passe, plus commençait à s'annoncer comme une déception. Il a encore largement le temps pour prouver que tout ça est faux, mais dans une équipe des Sixers qui voulait du rendement assez rapidement, effectivement un Fultz qui annonçait 3-4 ans pour se développer, ça collait plus. Donc le deal Harris permettait à très court terme quelque chose d'intéressant, et Tobias Harris, pour le coup, parmi les joueurs peu médiatisés et un peu sous-estimés, qui sont en fait des super joueurs, incontestablement Tobias Harris est sur le haut de l'affiche. Pourquoi je vous dis que c'est une acquisition qui est super intéressante? C'est que
dans ce que les Sixers font le plus en attaque cette saison, on retrouve le spot-up, on retrouve le jeu en transition. 2 compartiments dans lesquels ils ne sont pas bien classés en attaque. Un rating, c'est average, on est à 20e et 16e, donc on est dans le ventre mou de la NBA, et on recrute un Tobias Harris qui arrive avec un rating excellent sur les spot-up, sur les tirs de champ, qui inclut aussi les drives au cercle, n'oubliez pas. On est à 95 de percentage, c'est-à-dire qu'il est meilleur que 95% du reste de la NBA en termes d'efficacité sur les spot-up. On a un joueur qui est en transition et dans la moyenne, mais qui avec ses 1,10 points par possession apporte une solution de plus pour aller finir en contre-attaque côté Sixers, et puis il apporte des qualités aussi de création sur le pick and roll. On va pas avoir que Jimmy Butler qui peut exister sur le pick and roll, on va aussi avoir un Tobias Harris, et puis vous avez un intérieur qui peut exister en face-up face au cercle, avec un Embiid qui fixe au poste bas, la complémentarité est parfaite, bref, super pioche, incontestablement super pioche, et qui pour le coup va directement matcher et combler ce qui pourrait être considéré comme une lacune du côté des Sixers. Donc magnifique recrutement pour pas trop cher. Derrière, les Sixers arrivent à sauver des tours de draft, arrivent à se reconstituer un banc. Donc ils ont vraiment réussi une très belle opération avec l'arrivée de Tobias Harris. On le disait, un Tobias Harris qui arrive avec 40% de réussite sur les catch and shoot à 3 points. Que demander de plus? Que demander de plus à cette équipe des Sixers en recherche de qualité d'attaque, en recherche de qualité de tir, en recherche de spacing? C'est exactement ce dont ils avaient besoin. Donc, on se retrouve avec des Sixers 2019 avec Simmons en playmaking, balle en main. Avec Embiid en point d'ancrage près du cercle, en point d'ancrage de haut panier, en tour de contrôle. Avec Harris et JJ Redick à la périphérie pour étirer l'attaque, pour sanctionner à 3 points sur des renversements, sur des sorties d'écran, sur des handoffs, sur tout ce que vous voulez qui peut créer du danger au-delà de la ligne à 3 points. Et vous avez Jimmy Butler en auto-création, en joueur qui peut exister sur le pick and roll, qui peut exister en isolation, qui peut faire plein de choses en attaque. Donc vous avez sur le papier un magnifique assemblage. Vous avez vraiment une magnifique équipe des Sixers qui est construite en intelligence et qui est bâti sur quelque chose de pertinent. Mais il y a toujours un mais, sinon c'est pas marrant. Il y a toujours un mais, sinon c'est pas marrant. Vous allez voir que si sur le papier, effectivement, tout est prometteur et tout est rose, dans la réalité, il y a pas mal de défis qui attendent encore ces Sixers 2019, et ça va être la clé, en tout cas les clés, pour le succès ou non de cette étape. Donc adieu process, bonjour success, ça va passer par la réussite sur ces clés que je vais vous présenter. Il y a dans un premier temps un effet Simmons. Il y a un effet Simmons, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que sa réussite au tir est en train de dégringoler plus on avance dans la saison. C'est-à-dire qu'il commence novembre à 59%, il est à 62 en décembre, et puis ensuite ça dégringole, 56, 53, 49. Il y a vraisemblablement un phénomène de défense qui commence à s'adapter, on commence à comprendre un petit peu ce que va faire Simmons, on n'est plus dans l'effet de surprise d'un Simmons qui arrive avec son jeu complètement atypique, je fais 2m8, je monte la balle, je tire jamais à l'extérieur, je fais que driver et finir fort en dessous. Les défenses commencent à comprendre, commencent à s'adapter, et elles commencent à laisser 3-4 mètres à Simmons, et ce pauvre Simmons se retrouve du coup plus en capacité de profiter de sa taille, de sa vitesse pour déborder, parce que les défenses anticipent à mort. Donc est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est une tendance de fond? Ça, faut surveiller, parce qu'un Simmons qui a 49% au tir, ça change la donne, et vous allez voir que les Sixers, ils ont besoin d'efficacité offensive. Et puis, à côté de l'adresse au tir qui dégringole plus on avance dans le temps, il y a la rigueur avec la balle qui dégringole plus on avance dans le temps. On commence la saison avec un assist turnover ratio à 2,40, ce qui est vraiment très bien, et pour un meneur, considérons que Simmons est un meneur, ce qui est un bon ratio. Donc en gros je fais 2,4 passes décisives pour une perte de balle, et c'est pareil, plus on avance dans la saison, plus ce assist turnover ratio se dégrade, et plus on a un Simmons qui va perdre de balles par rapport aux passes décisives qu'il va réussir à générer. Et à 1,50, c'est très mauvais. Pour un joueur qui a autant la balle en main, c'est un très mauvais assist turnover ratio, et ça aussi c'est une problématique. Parce que si Simmons, il est plus en capacité de créer pour lui, et il est plus en capacité de créer pour les autres,
on va falloir commencer à se poser des questions sur ce qu'il peut apporter à l'équipe. Ces problématiques de perte de balles, elles sont surtout flagrantes sur ce que Simmons fait le plus dans son jeu d'attaque, c'est du jeu rapide en transition. 25% des séquences d'attaque de Simmons, une possession sur 4, et dans ces séquences de transition, de jeu rapide, de contre-attaque qu'il fait beaucoup, eh bien il est à 25% de perte de balles, c'est énorme. C'est-à-dire qu'une contre-attaque sur 4 menée par Simmons, il va perdre la balle. Et ça c'est juste catastrophique, ce qui fait qu'il a un rendement très en dessous de la moyenne sur les séquences de transition, alors qu'il est à 62% au tir. C'est-à-dire que quand il arrive à aller au bout, c'est très très bien, sauf que eh bien, une fois sur 4, il va pas au bout, il perd la balle. Et ça c'est juste catastrophique, ces pertes de balles sont catastrophiques, on ne peut pas être à 25% de perte de balles sur des contre-attaques. C'est juste pas possible. Donc là, il y a des problématiques peut-être de QI basket, de mauvais passe, de choix, mais c'est juste pas possible. Et ça pénalise fortement les Sixers, évidemment. Ce que vous faites le plus, sur le terrain, ça peut pas être quelque chose que vous faites en deçà de la moyenne NBA, 18% de percentile. Ça veut dire qu'il y a, par réversion, 82% des joueurs qui sont meilleurs que Simmons en transition. C'est juste pas possible. Et puis, au-delà de cet effet Simmons, qui va être à surveiller, parce que c'est un joueur majeur du dispositif, tant il a le ballon un nombre incalculable de fois en main du côté des Sixers, à côté de cet effet Simmons, il y a un phénomène de dégradation de la défense. Et je ne m'inquiète pas du tout pour l'attaque des Sixers, parce que effectivement l'assemblage est cohérent, il y a de la complémentarité, ça match, et il y a des locomotives d'attaque dans tous les sens. Je ne m'inquiète pas pour l'attaque des Sixers, ça va marcher, je m'inquiète un petit peu plus pour la défense, parce qu'il y a un phénomène de dégradation de la défense. 3e def la saison passée, on est tombé à la 15e place. Et cette dégradation de la défense, elle est surtout flagrante sur la défense du pick and roll. Ce qu'on défend le plus, ça reste une séquence de base du basket NBA où on n'a que la 21e défense de la NBA. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que dans toutes les séquences qui impliquent une défense collective, donc des séquences où il y a du mouvement, eh bien la défense des Sixers, elle est moyenne, voire mauvaise. Qu'est-ce que j'appelle une séquence qui implique un petit peu de défense collective? C'est des cuts, c'est des démarquages au cercle, c'est des end-off, c'est des off-screen. C'est pourquoi pas aussi des séquences en post-up, où il va peut-être falloir doubler, faire une pré-rotation, compenser. Et bien dans toutes ces défenses qui impliquent de la défense collective, les Sixers y sont 26e, 29e, 29e, 22e sur les hand. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que cette équipe des Sixers qui a un beau collectif, qui a un beau groupe, qui est bien coaché, qui a été construite intelligemment, c'est une anomalie qu'elle n'arrive pas à défendre collectivement. Et ça peut être très 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 préjudiciable quand viendra le moment des playoffs, parce que c'est évidemment un facteur important de la réussite, pouvoir compter sur une défense qui vous permet d'arracher des stops. C'est pas juste on s'échange des paniers jusqu'à ce qu'il y en ait un qui capitule, il y a un moment il faut réussir à accrocher des stops défensifs. Si on s'intéresse un petit peu sur le pick and roll, 21e défense, et pourtant il y a des Jimmy Butler, il y a des Ben Simmons, il y a des gens qui ont de l'envergure, des qualités athlétiques. On ne devrait pas être embêté sur le pick and roll. C'est juste pas possible. Et quand on regarde qui, finalement, du côté des Sixers, est impliqué dans la défense du pick and roll, on retrouve Jimmy Butler en 2. 15% du temps, c'est lui qui défend les pick and roll des Sixers. Et, surprise, on remarque que Jimmy Butler en défense sur le pick and roll, on fait moins que la moyenne NBA. Donc on a un Butler qui défend mal le pick and roll. Et quand vous allez regarder un petit peu les séquences de défense du pick and roll où Jimmy Butler est impliqué, eh bien vous remarquez que systématiquement, il va faire le choix de passer sous l'écran et en intensité plus ou moins discutable, en facilité de je passe sous l'écran et vas-y on change, et quelque part il met en difficulté le coéquipier qui est obligé de compenser, qui est obligé de changer, ou plus dramatique, il laisse le joueur complètement tout seul qui,
a le temps pour faire une petite élévation, tirer tout seul, ou a le temps pour attaquer fort, prendre de l'élan, prendre de la vitesse et finir fort au cercle. Il y a une vraie problématique Jimmy Butler sur la défense du pick and roll du côté des Sixers, et c'est ce que je vous avais dit à l'époque de son arrivée. Je vous avais dit attention, attention, Covington est un super défenseur. Et Jimmy Butler, qui est un mutant de la défense, plus on avance dans le temps, moins c'est vrai. C'est un joueur qui défendait super bien, et plus il a eu de responsabilité offensive, plus sa défense individuelle s'est dégradée. C'est terrible, mais c'est un mécanisme assez classique en NBA. Et globalement, vous regardez les séquences défensives de Butler cette saison du côté des Sixers, eh bien on remarque que globalement, ces séquences défensives, son apport défensif, il est moyen, voire mauvais. Sur le pick and roll, on l'a vu, c'est pas bon. La contestation des tirs est pas mal, mais sur les off-screen, hand-off, post-up, ISO, toutes ces séquences où il est impliqué en défense, c'est pareil. C'est pas terrible. Donc, problématique de la défense du pick and roll, notamment via le cas Jimmy Butler. Et pour quelque part compenser cette dégradation de la défense, les Sixers vont avoir besoin d'une attaque prolifique. C'est un peu le syndrome Cavs des saisons passées, ou c'est un peu le syndrome Warriors de cette saison. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que les Sixers ont énormément calqué leur développement sur le développement des Warriors, et ils ont aussi énormément calqué leur façon de jouer, que ce soit dans les tendances de tir, dans la répartition de la sélection, dans la circulation du ballon, l'existence des joueurs sans ballon. Les Sixers ont pas mal calqué leur façon de jouer sur la façon de jouer des Warriors. Et c'est très intéressant en 2019 de les voir finalement confrontés à la même problématique, à savoir notre défense s'est un peu dégradée, comme pour les Warriors, et pour compenser cette dégradation, on va devoir avoir une adresse et une attaque qui est prolifique, pour qu'on continue à maintenir un écart sur l'adversaire direct. Quid de Embiid dans ce dispositif? Parce qu'on a beaucoup parlé de Butler, de Harris, de Simmons, mais quid de Embiid, le visage de la franchise, le franchise player? Et bien quand on regarde un petit peu l'apport en attaque de Embiid, on se rend compte que pour un intérieur, il est à 51% au tir cumulé, au tir combiné. Donc 2 points plus 3 points, sur la pondération des deux. Pour un joueur de sa taille, de son gabarit, de son physique, c'est pas un pourcentage au tir efficace qui est faramineux. C'est même plutôt moyen. On se rend compte en fait que Embiid, il a une fâcheuse tendance à beaucoup exister loin du cercle. Il a une fâcheuse tendance à tenter des tirs en pull-up, ce qui pour moi est une hérésie pour un pivot de son gabarit, et que finalement, il ne joue très près du cercle qu'à hauteur de 50% dans son jeu d'attaque. Et donc, il y a quelque part dans son efficacité encore beaucoup de déchets par cette tendance à vouloir exister trop loin du cercle. Et là où finalement Embiid s'en sort et arrive à décrocher un 60% au tir réel, c'est-à-dire que là on va combiner les 2 points, les 3 points et les 1 point et les lancers francs, c'est que Embiid, il a un 50% de free throw rate, il tire 10 lancers par match et il est à 80% au lancer franc. C'est dans sa capacité à provoquer des fautes, à tirer des lancers francs et à marquer à 80% de réussite sur ses lancers que Embiid finalement, il arrive à être super impactant dans le jeu d'attaque des Sixers. Mais du coup, à contrario, si vous envoyez Embiid face à un bon défenseur, qui ne va pas faire faute, qui ne va pas laisser les lancers francs à Embiid, exactement ce que Al Horford propose en défi à chaque fois que les Celtics rencontrent les Sixers, et à chaque fois que les Sixers sont en déroute face aux Celtics, c'est que Embiid, vous mettez un super défenseur face à lui, vous le privez de ses lancers francs, et vous avez son apport offensif qui dégringole, et dans son sillage, l'efficacité offensive des Sixers qui dégringole. Pas de lancer, pas de Embiid. Pour caricaturer, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on a vu les Sixers, privés de Embiid là, pour blessure, avoir toutes les peines du monde à exister en attaque, parce qu'il manque effectivement une locomotive, et Simmons, Butler, Harris, à eux seuls ne la compensent pas. Donc, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ça en tête, c'est que la dégradation de la défense des Sixers, et ne nous voilons pas la face,
Il est très peu probable qu'en claquant des doigts, les Sixers deviennent une défense extraordinaire. Donc on va considérer qu'ils vont rester moyens, voire pas trop mauvais en défense. Hein. On est 14e, on n'est pas trop mal. On est 15e, pardon, donc on n'est pas trop mal, on est dans le ventre mou. Mais 15e, c'est pas non plus suffisant pour espérer aller très très loin. Le seul espoir du coup pour aller très très loin, c'est surcompenser avec une attaque qui roule au compresse tout. Avec des Sixers qui sont à 60% au tir réel, qui sont en insolence, exactement comme les Warriors. Et puis, on a fait tapis sur Butler et Harris, qui sont en fin de contrat. On est dans une logique à très court terme. Harris, purement et simplement en fin de contrat. Jimmy Butler, il a une option joueur à 19 millions, mais il ne va pas l'activer pour être agent libre et espérer signer le plus gros contrat possible sur la plus longue durée possible à l'intersaison. À côté de ça, il y a tous les joueurs en contrat rookie qui vont être activés, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont importants dans le dispositif. On pense à Redick, on pense à McConnell, qui sont en fin de contrat. Donc, si on fait un petit travail de projection sur l'été, imaginons que les Sixers proposent le contrat max à Tobias Harris et à Jimmy Butler. Contrat max vétéran, 30% du cap, ça fait 32 millions la saison. Vraisemblablement, les deux vont demander le max. Et ils ont raison de le demander parce qu'il y a tellement d'équipes avec du cap disponible à la Free Agency, il y a une dizaine d'équipes qui peuvent proposer des contrats max à la Free Agency, que le marché va être complètement dérégulé. Et l'abondance d'offres et l'abondance de joueurs de qualité va faire que les prix vont monter. Et des joueurs comme Harris et Butler, qui sont bons joueurs et qui sont peut-être pas non plus dans le top 10 de la NBA, ils vont dire moi je veux le contrat max. Ma valeur c'est le contrat max. Et il y a un risque, et ce risque il est peut-être plus marqué du côté de Butler que du côté de Harris, que si les Sixers disent tu vaux pas 32, tu vaux 25, Butler disent ok, pas de souci, je vais aux Knicks. Les Knicks ils me proposent 32. Les Knicks ils veulent Kyrie Irving et Kevin Durant. On sait très bien comment ça va se passer. C'est tellement Knicks qui vont se retrouver à filer un contrat max à ils vont filer un contrat max à Jimmy Butler plus Harrison Barnes. Je caricature, mais on sait très bien que ça va se passer comme ça. Donc la pression va vraiment être sur les Sixers qui vont plus ou moins être bon gré mal gré obligés de proposer un contrat max à ces deux-là. Parce que ce contrat max, ils l'obtiendraient ailleurs. Alors vous allez me dire, ouais, mais les Sixers, ils ont un meilleur projet, ils peuvent offrir à Butler et Harris une garantie de gagner, etc. D'accord. Mais même si, au lieu de leur proposer 32, ils leur proposent 27, vous allez voir que ça ne change pas trop la dégradation des finances que je vais vous présenter par la suite. Mais partons du principe, ok, les deux sont signés, les deux sont proposés au contrat max, eh bien, les Sixers, qui n'ont plus Redick, qui n'ont plus Marjanovic, qui n'ont plus Mike Scott, qui n'ont plus Ennis, qui n'ont plus McCollum, bref, ils n'ont plus du tout de banc. Ils sont déjà à 121 millions de masse salariale, ils sont déjà 13 millions au-dessus du cap, ils n'ont absolument plus un seul dollar en banque pour recruter, mis à par les mid-level exception. Et derrière, il faut reconstituer tout un banc. Donc, on a vraiment des finances qui sont dégradées et on a vraiment des perspectives de se renforcer au-delà de ce groupe-là. Enfin au-delà du noyau dur Simmons, Embiid, Butler, Harris, des perspectives de se renforcer qui sont assez minces, d'autant que il faut encore reconstituer un banc, peut-être garder Redick, peut-être pourquoi pas garder un Marjanovic, un McConnell, qui sont des joueurs qui peuvent être très 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 intéressants pour le dispositif. Bref, on pète les finances et on se retrouve à payer une taxe de luxe qui va être colossale du côté des Sixers. Et puis, à l'été 2020, donc dans un an, il faut re-signer Simmons, qui lui aussi va demander le contrat max. Et là, vous vous retrouvez avec 4 joueurs, plus quelques joueurs de complément, les rookies qui seront encore là, vous vous retrouvez avec 4 joueurs qui, en gros, vous représentez 150 millions. Et là, vos finances, elles sont complètement pétées. Et là, votre taxe de luxe, elle est colossale. Donc, financièrement, le futur n'est pas forcément super radieux pour les Sixers. Et vous allez me dire, les Sixers, ils vont peut-être choisir de ne pas signer Butler. Ils vont peut-être se dire, Butler,
finalement, c'est un joueur super intéressant, mais il n'a pas apporté tant que ça à l'équipe. Il vaut sans doute pas les 30 millions qu'il va demander. Laissons les Knicks le signer. Et nous, on le laisse partir. Mais auquel cas, pourquoi pas? Auquel cas, pourquoi pas? Et on peut très bien imaginer les Sixers qui laissent partir Butler et qui conservent Harris. Pour moi, Harris n'ira nulle part. Il va être re-signé par les Sixers. Il est tellement content d'être là. Les Sixers sont tellement contents de l'avoir. C'est une telle complémentarité avec Embiid que Harris va demander le max et les Sixers vont lui donner. Pour moi, il n'y a aucun sujet là-dessus. S'il y a sujet, c'est peut-être sur Butler. Partons du principe que Butler n'est pas gardé. On se retrouve avec des Sixers qui ont 18 millions du coup de disponibles pour recruter, mais ils n'ont toujours pas Redick, Marjanovic, Scott, Ennis, McConnell. Part du principe qu'ils ont renoncé à ces joueurs-là pour avoir les 18 millions. S'ils ne renoncent pas à Redick, déjà en cap hold, tout ça est absorbé, tombe à l'eau. Donc, en partant du principe qu'on renonce à tous ces joueurs, on a 18 millions. Avec 18 millions, vous n'allez pas recruter un joueur calibre All-Star sur le marché. Vous allez pouvoir faire des acquisitions qui sont très intéressantes, mais vous n'allez pas pouvoir compenser le départ de Butler avec un autre joueur calibre All-Star, et au final, vous aurez perdu Butler contre rien. Vous aurez perdu Covington et Saric qui étaient des super joueurs contre rien. Et effectivement, même si on récupère un peu de souplesse, même si on récupère un peu de cap, ça reste une problématique, ça reste un mini aveu d'échec. Et en plus derrière, vous avez toujours de toute façon Simmons qui se pointe en 2020 et qui veut le contrat max, et qui redégrade à nouveau vos finances. Donc, il faut que ça marche. Il faut impérativement que ça marche pour les Sixers, parce qu'il y a beaucoup de dollars à investir dans les mois à venir côté Philadelphie. Et du côté de la direction de Philadelphie, on va vouloir les investir, mais avec une garantie. C'est-à-dire que les Sixers qui sortent au premier tour face aux Celtics, en imaginant que ça soit l'affiche du premier tour, on va se dire, est-ce que ça vaut le coup de faire tapis et de payer une taxe de luxe colossale pour une équipe qui n'a pas vraiment encore fait ses preuves? Donc, il faut que ça marche, mais on a peu de temps pour que ça marche. On n'a même pas 20 matchs pour finir la saison. Donc on a, allez, une grosse dizaine de matchs pour créer de la cohésion, créer des automatismes, créer quelque chose entre ces joueurs, et bam, on se retrouve en play-off. On se retrouve en play-off avec un premier tour ultra dangereux, où on n'aura de toute façon pas le temps de se réajuster, pas le temps d'essayer d'introduire des trucs, il faudra être dans l'efficacité tout de suite. Donc on a très peu de temps, et quand on est toujours dans des situations où on doit faire ses preuves en très peu de temps, il y a toujours une part de risque. Il y a toujours une part de risque. Au-delà de ça, partons du principe qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, parce que l'assemblage il est cohérent, parce qu'il y a de la pertinence, mais il y a pas mal de défis à surmonter. L'apport de Simmons en attaque, la défense qui est un vrai sujet, un Embiid qui doit continuer à être dans l'efficacité, à peser dans le dispositif en play-off, là où les défenses vont vraisemblablement davantage se focaliser sur lui. Paradoxalement, je ne suis pas du tout inquiet sur les apports de Jimmy Butler et de Toby Harris. Les deux joueurs qui viennent d'arriver, ils vont livrer une prestation et ils vont contribuer à hauteur de ce qu'on attend d'eux. Je pense que l'avenir des Sixers dépend plus, paradoxalement, de leur taulier, de leur titulaire, de leurs joueurs internes, de Simmons et de Embiid. Simmons et Embiid qui ratent leur playoff, les Sixers s'écroulent. Embiid et Simmons qui sont là, qui répondent présents, qui produisent sa défense, sa attaque en efficacité, exactement comme sur la fin de saison passée. Vous avez des Sixers qui sont dans un cercle vertueux et les vétérans contribuent à côté de ça, et vous avez une équipe des Sixers qui peut pourquoi pas aller très loin. On suivra ça évidemment de près, plus que jamais. Merci de votre fidélité, bon match à tous.